Cette semaine, j'ai envie de parler du respect qu'on a pu voir entre Dricus du Plessis et Adesanya, qui était un peu en contraste avec l'avant-combat, de l'annonce d'Axel Sola qui cherchera à défendre sa ceinture à l'Ares 25 contre Gagloev et du carton plein qu'a fait le CGI. On tape ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, ça te fait quoi de voir cette forme de respect entre DDP et Adesanya dès le combat terminé? Je crois que ce sera pas une surprise pour qui que ce soit. Voilà, les valeurs de Fight Mind, c'est se mettre dessus et s'insulter. Donc, j'étais un peu déçu, tu vois. Non, franchement, ça me tout le monde le sait. On essaye d'être vraiment le plus bienveillant possible. Et moi, j'ai adoré. Je trouve que Dricus marque vraiment beaucoup de points. En tout cas, pour les gens comme moi qui apprécient plus la partie arts martiaux, comme à l'époque avec du respect. Je trouve que c'est vraiment super important de pouvoir montrer du respect à certaines personnes. Et j'ai adoré. Moi, je viens de le réécouter juste avant l'interview parce que avant le podcast parce que je voulais vraiment être sûr. Et j'ai fait attention à tout. Il lui donne beaucoup de crédit, mais pas juste pour se mettre en avant. Parce qu'il y a parfois des gens qui me donnent du crédit à l'autre pour se mettre en avant en disant voilà, il est incroyable, mais je l'ai battu. C'est juste dire ouais voilà, je suis encore plus exceptionnel. Alors que ici, c'était vraiment pour dire il mérite totalement sa place de Hall of Fame. C'est un honneur de pouvoir partager l'octogone avec lui. Il dit même si on n'est pas pareil et qu'on pense pas de la même manière. Il y a vraiment un lien spécial maintenant qu'on a passé autant de temps dans l'octogone ensemble. Et pour moi, c'est un truc que j'aime bien et que Israël Adesanya lui remette. Mm-hmm. C'est bien, sauf que il y a typiquement ça, mais 1000 fois. C'est dans l'octogone, ils parlent trop bien de l'autre et puis il y en a un moment, il y a l'interview et ils se remettent dans l'autre papier, tu vois. Mais bon, voilà, c'est le marketing, on le sait. Ça fait moins vente les combats où les gens s'entendent bien, ils ont beaucoup de respect, mais moi, les moments qui m'ont le plus marqué, je me rappelle de certains moments où il y a des gens, je sais plus comment il s'appelait, celui qui finit Anderson Silva et qui se met à genoux et qui a les larmes aux yeux, genre pour moi c'est trop beau, tu vois. C'est vraiment c'est ça le sport. C'était comment encore Mais c'est pas Cannonier? Non, c'est pas, je sais pas si Cannonier l'a fait aussi, mais c'était je crois qu'il était jamaïcain. Ah, Uriah Hall, voilà. Ah, ouais. Et du coup, moi ça m'émeut, ça. Vraiment, ça me touche. J'aime bien, donc voilà. Ouais, c'est une image qui est toujours belle. On avait eu ça aussi avec Machida contre Munoz parce qu'ils étaient potes. Ils ont quand même accepté de s'affronter. Ousmane contre Burns, très belle image aussi avec Ousmane qui se met aussi à genoux et on sent vraiment toute l'émotion qui revient, un peu la réalité qui remonte, genre on était potes, c'est quand même chose qu'on vient de faire. Moi aussi, je t'avoue que Masvidal, quelle émotion, quel respect. Mais non, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça, qui trouvent ça hypocrite, tu vois, genre on fait du trash talk avant le combat et après le combat on est potes, c'est hypocrite. Moi j'ai envie vraiment de différencier l'aspect intérêt sportif du trash talk pour la guerre psychologique avant le combat et la fin d'une compétition où on peut stopper ce pressing mental. Et je pense sincèrement que Dricus du Plessis réfléchit à ce qu'il va dire pour donner des émotions à son adversaire, peut-être le sortir un peu de son jeu, le faire combattre plus émotionnellement, surtout Adesanya qui est meilleur quand il est calculateur et mesuré. Et donc pour moi, ça fait partie intégrante du combat. Cette partie-là, c'est de titiller, d'essayer de gagner un avantage en fait pendant le combat, mais tu le fais en dehors de la cage avant le combat. Et une fois que le combat est fini, la compétition est finie, je trouve ça normal de remettre un peu le respect là où il est dû. Je crois que tous les combattants qui s'affrontent à l'UFC, mais aussi dans d'autres promotions, ils savent, tu sais au travers de quoi l'autre est passé, tous les sacrifices qu'il a dû faire, tous les efforts qu'il a dû faire. Tu respectes le niveau, tu respectes la préparation qu'il a dû faire. Si toi, tu t'es bien préparé pour gagner le combat, c'est que tu as respecté le niveau de ton adversaire. Et tout ça est une réalité que tu communiques pas spécialement avant le combat, mais je trouve que c'est toujours important de le faire après le combat. Ouais, c'est ça. Et il y a eu certains moments où j'ai trouvé que c'était même super intelligent dans le sens, si tu le prends comme ton boulot et que tu dois gagner de l'argent et que tu dois monter,
utilise toutes les ressources que tu as sans sortir de l'éthique en fait. C'est ça. Et je crois pas que Dreykus a voulu sortir de l'éthique en disant voilà, je suis le premier Africain qui fait tout ça. Je crois que ce qu'il voulait dire par là, c'est que je suis celui qui potentiellement pourrait avoir un titre en ayant grandi en Afrique qu'avec des outils qui viennent d'Afrique et pas de club d'Islande. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Ouais. Et pas qu'il voulait dire oui, vous n'êtes pas africain. Je le vois vraiment pas dire ça. Et il s'est excusé d'ailleurs dans l'Octagone en disant c'est pas du tout mon intention. Je crois que c'était plus pour mettre en avant l'Afrique et pouvoir dire voilà, c'est possible d'être champion. Comme on l'a déjà entendu en France. Fernand Lopez aussi le disait. Voilà, c'est possible d'être entraîné en France, de commencer sa carrière là et d'atteindre les plus hauts sommets. Et personne va lui en vouloir en disant quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est pour ça, je pense que ça a été easy à utiliser ça. Contre lui, je pense, mais je pense pas que c'était l'intention. Et je pense que c'est super intéressant, même si, par exemple, c'est horrible à dire parce que j'ai rien du tout contre lui, mais si je devais faire quelque chose contre Nassour, je suis bienveillant, j'irai jamais passer une ligne, mais je crois que j'essaierai de le titiller aussi parce que je sais que Nassour est bien meilleur quand il est concentré que quand il se laisse aller avec son énergie. Il y a une dette, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, Oui, après, on en avait parlé la semaine passée. Brendan Allen commence déjà un petit travail de trash talk et on avait dit, on trouve ça intelligent de la part de Allen parce que si tu prends des indicateurs et que tu fais une analyse de Nassourdine, et c'est comme ça qu'on l'avait amené, c'est les moins belles prestations de Nassourdine dans la cage, c'est quand il s'est laissé un tout petit peu déborder par ses émotions sur ce qui se passe avant le combat, notamment contre Buckley. Et donc, quand tu prends cet indicateur, tu dois essayer. Tu dois essayer. Conor McGregor l'avait fait avec José Aldo. Pardon ? C'est ça, j'allais dire avec José Aldo. Il y en a où ça fonctionne avec José Aldo, mais par contre, contre Khabib, je crois que c'était l'inverse. Je crois que Khabib, ça a fait l'effet inverse. Mais je sais pas le prouver, tu vois, mais je pense que Khabib n'aurait jamais tapé, il aurait jamais abandonné, il aurait continué tout droit, tu vois, donc je crois que ça fait, ça dépend de la personnalité. Et je pense que McGregor était justement un génie pour savoir face auquel il devait un peu jouer cette carte-là et face à quel adversaire il devait plus jouer la carte du respect. Je pense que par exemple avec Donald Cerrone, il a été très respectueux sur le build-up et clairement ça jouait pour lui parce que Donald Cerrone est quelqu'un qui commence ses combats très lentement. Et donc il s'est dit, je vais pas faire de trash talk pour pas l'énerver. Comme ça, c'est moi qui commence fort le combat. Et Donald Cerrone, il y a une belle proportion de défaites qui se passe dans les 2 premières minutes de combat. Et donc, je pense qu'il y a une analyse qui doit être faite là-dessus. Et Dricus du Plessis, clairement, il est très fort là-dessus. Et j'aime bien ce que tu dis. Dricus, il a déjà été borderline avec Strickland, par exemple. Mais pour moi, il dépasse pas. Tu vois, il a pas fait Colby Covington sur le défunt père de Leon Edwards ou. Aussi. Dans le sens, je vois pas Strickland, je vois pas Dricus aller chez quelqu'un qui demande rien du tout et qui va pas là-dedans, par exemple Nassour, et lui dire ah ouais, toi et ton non. Et il sait que Strickland dit ah ok bon bah si ça c'est la frame que tu mets avec les gens, bah ok alors jouons dans la frame que tu mets toi, tu vois, donc voilà. Moi, c'est ce que je pense, mais bon, si pardon, frame un cadre, là, si c'est le cadre dans lequel tu veux te mettre, bah, allons-y, mais alors, accepte quand ça se retourne. Et franchement, il y a eu cette stat qui était drôle. C'est, Dricus a fait pleurer ses 2 derniers opposants à la suite. Et ça m'a fait rire, la stat comme ça, parce qu'on dirait jamais que Strickland et Adesanya allaient pleurer. Et voilà, mais je crois vraiment pas du tout que c'est volontaire. D'ailleurs, il voulait dire un autre truc qui a été utilisé à son encontre, c'est qu'ils avaient discuté de la famille en disant oui, voilà, est-ce que la femme, je sais pas si c'est la femme, la cleaning lady, la femme de ménage ou un truc comme ça qui viendra avec, mais pour dire, attends, tu parles que tu viens d'Afrique, mais tu viens d'une famille très riche, enfin, t'es pas Ngannou, quoi. C'est ça que, Ngannou, il avait pas il l'expliquait lui-même, pour acheter son matériel d'école, il était renvoyé parce qu'il avait pas. Et à l'inverse, apparemment, Adesanya venait d'une famille où il y avait des maids. Des maids, c'est les intendantes, les femmes qui aident. Il a utilisé le mot servant. Ah, servant, ok, c'est ça, servant, ouais. Donc, du coup, donc c'est ça qui était un peu mal pris, c'est que je crois qu'il y a un narratif que Israël et Adesanya essayent d'avoir et tu le détruis directement quand tu fais ça. C'est un peu comme t'es rappeur mais tu viens de Uccle, ou de les Belges comprendront. de l'âne pour les Belges plutôt. Voilà, c'est incroyable quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais et mais encore une fois, pour moi ça a été fait dans
dans les règles de l'art ici. Et ça a fait, il a réussi son objectif. Ça a fait réagir Israël Adesanya. Donc il dit que c'est involontaire. Je pense que peut-être qu'il y a eu des choses qu'il a dites qui ont été interprétées d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Et là-dessus, je crois que c'est pour ça qu'il dit c'est involontaire. Mais son objectif restait de rentrer dans la tête d'Israël Adesanya et celle de Strickland par le passé. Mais il a bien fait son taf. Et ça rend le personnage intéressant comme champion parce qu'il a vraiment ce style bizarre. Il commence le combat avant que le combat ait lieu. Et après le combat, il va avoir une communication plus inspirante, plus respectueuse, plus martiale. Et donc, moi, j'aime bien ce profil-là. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que je crois que nous, on apprécie ce genre de profil de par les valeurs qu'on essaye de pousser. Mais je pense que certaines personnes sont intéressées par le drama, le clash et alors. Il en faut pour tous les goûts. C'est super intéressant. Donc, ouais, voilà. Et très bien pour eux. Mais moi, par exemple, il a marqué beaucoup de points pour moi quand il devient champion et qu'il dit, voilà, je prends tout le monde, qui que ce soit, je m'en fous. Enfin, voilà. C'est bon et je donne tous les crédits à Adesanya, c'est incroyable, j'ai dû me préparer extrêmement dur pour pouvoir le faire, etc. Enfin, c'est génial. Et même, pardon, parce qu'on parle beaucoup de Dricus, j'ai aussi beaucoup apprécié Adesanya. Quelle classe il a dans la défaite. C'est pas la première fois qu'il a la classe dans la défaite où il dit, il s'est préparé énormément pour ce combat. Il dit pas, ah oui, voilà, c'était une erreur. Non, il a dit, voilà, Strickland, j'étais pas prêt, mais là, je l'ai pris très au sérieux. J'ai vraiment donné la meilleure version de moi. Félicitations à Dricus, blablabla. J'ai fait une erreur à tel moment et il a su capitaliser là-dessus. Enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est parfait comme réaction après une défaite, je trouve. Mais même s'il avait été blessé ou si sa préparation n'était pas optimale et tout, je préfère largement ce genre de communication après une défaite parce que ceux qui comprennent le sport savent que tu rentres dans la cage, il y en a un qui va gagner, un qui va perdre. Et en tant que fan, tu préfères entendre que les deux étaient bien préparés. Parce que c'est un respect envers les fans aussi. Tu dis, je suis rentré dans la cage à 100%, j'ai perdu. Moi, je préfère entendre ça en tant que fan que j'ai accepté le combat, je me suis blessé à 3 semaines, j'avais ci, j'avais ça. Et ça, j'aime pas. Pour moi, je vois ça plus comme un manque de respect envers ton adversaire, envers les fans. Et en plus de ça, être mauvais perdant, finalement. C'est ça. On a fait le tour. Ouais, vas-y. La transition. Du coup, il y a quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié et je le dis pas parce qu'il fait partie de l'équipe entre guillemets via Aldric, mais l'interview que Axel Sola donne juste après le combat et quand il disait non, il est autant français que nous, etc. Voilà, pour moi, c'est ça, j'ai tellement adoré. Donc maintenant, il y a son combat qui est annoncé. Je trouvais que la transition était vraiment bonne. Ouais, le 25 septembre, donc lors de la RES 25, nous avons le retour d'Axel Sola qui a conservé son titre sur une égalité face à Dagir Imavov. Face à lui, l'invaincu en 5 combats professionnels, Soslan Gagloev, dont les 4 combats les plus récents sont à la RES. Un combat logique, mais surtout un combat fun avec Gagloev qui n'a jamais fait bosser les juges dans sa carrière professionnelle. 5 finishes sur 5 victoires. Les 4 finishes à l'ARES sont au premier round. T'as un avis sur cette affiche ? Non, pour être sincère avec toi, je connais pas assez son adversaire. Donc je voulais justement te poser la question de voir ce que tu en pensais parce que bon, Axel Sola, voilà, maintenant c'est logique, je le connais, j'ai regardé ses combats et j'adore le combattant. Je trouve qu'il est extrêmement réfléchi. Il est bien entouré. Je pense qu'il aurait pu aller à l'UFC si jamais il avait gagné ce combat, pas avec via une égalité et conservation de la ceinture, mais vraiment une victoire. Même à la décision, je pense que. Ouais. Mais pour moi, je pense que ce qui est génial, c'est qu'on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. C'est le mental qu'il a eu lors de son dernier combat à la fin du premier round. Franchement, il revient d'une guerre monumentale. Et donc du coup, moi, je suis très content de pouvoir voir ce combat. J'espère que cette fois-ci le premier round ne va pas être aussi compliqué et puis voilà. Ouais, mais statistiquement, il y a des chances, comme je viens de dire, l'adversaire, il a 4 finishes au premier round sur ses 4 dernières sorties et son tout premier combat professionnel, c'est un finish dans le 3e round. Donc comme tu l'as dit, on a déjà beaucoup analysé Axel Sola sur la chaîne. Je pense qu'on a analysé ses 3 derniers combats, minimum ses 2 derniers combats avec la pré-analyse et l'après-combat. Donc là, j'ai plutôt donné un bref aperçu de mon analyse de Gagloev qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins. Donc malgré son palmarès et ses victoires expéditives, moi je le trouve très mesuré et calculateur. Pour moi, il a plutôt un très bon nez pour le finish et il est capable de construire son jeu pour obtenir le finish. C'est un switch fighter, donc ça j'ai toujours apprécié, ceux qui sont capables de combattre en droitier, en gaucher. Il est capable de switcher sur des moments neutres, il est capable de travailler en shift dans une combinaison, donc assez complet à ce niveau-là.
à distance, il est capable de marquer ses points avec ses kicks. Mais c'est surtout sa boxe en remise qui est très très bonne et qui font son succès debout. Donc quand j'appelle boxe en remise, c'est les contres principalement, mais les combinaisons en contre. Donc il va laisser son adversaire engagé en anglaise ou avec un kick et il va combiner derrière. Et franchement là-dessus, il a un bon timing, il a une bonne précision. Son placement de pied lui permet de suivre son adversaire sur le reset. Donc il est très dangereux là-dessus. Et ça reste un russe, il y a un nom russe, donc il a une lutte qualitative, une lutte en chaîne de qualité. Au sol, il a un travail de pression et il sait quand sortir son agressivité. Donc, il y a des combattants comme ça, ils vont amener au sol et puis ils vont sortir l'agressivité. Ça va laisser des espaces monstres pour des scrambles, pour se relever, etc., etc. Et lui, il a vraiment ce truc. Je viens contrôler, je crée la distance, je frappe et il a vraiment de la pierre dans les mains. Tu sens que son grand endpoint est très très violent. Il est capable de mettre des knockdowns. Ouais, il y a ce côté dangereux partout. Est-ce que tu sens que le combat, les points qui pourraient faire tout switcher, est-ce que c'est par exemple le combat quand il va être collé à la cage ou comment est-ce que tu sens le combat se dérouler? Justement, moi ce que j'aime bien sur ce combat, c'est que d'un côté, on a Gagloev qui a des armes à toutes les distances. Donc Théo kicking range, il a un bon jeu avec ses kicks. Tu rentres en distance de boxe anglaise, je pense que c'est là où il fait le meilleur de son taf debout. Il a montré dans un combat, je pense son deuxième combat à l'arrêt, c'est un très très beau coup de genou en contre, donc même à très courte distance, il a des armes. Et dans la lutte, il n'y a pas encore eu une très grosse adversité en termes de lutte défensive, mais tu vois que quand il veut lutter, il obtient ses amenées au sol. Je pense que j'ai vu qu'une amenée au sol ratée sur les 4 combats que j'ai observés pour préparer ce podcast. Et alors une fois au sol, c'est là où il termine la plupart de ses adversaires, même si 2 sur les 4, c'est plus un knockdown. Et puis il y a le TKO qui suit au sol, alors que les 2 autres, c'est vraiment amené au sol et je finis à partir de la monte ou à partir du side. Donc, et du côté d'Axel Sola, on connaît, tu vois, karaté, très bonne gestion de la distance, excellent kick, bonne souplesse dans les jambes. Il a le côté dangereux avec ses poings, avec ses coudes, et alors lutte à la cage exceptionnelle, contrôle au sol exceptionnel. Donc ici, ce que j'apprécie particulièrement dans ce combat, c'est que l'un comme l'autre peut gagner n'importe où. Je pense que Axel peut gagner avec un kick. Gagloev peut emmerder avec un kick. En distance boxe anglaise, les deux peuvent s'ennuyer. Au clinch, les deux ont des capacités. Et dans la lutte, celui qui se retrouve au-dessus aura un sacré avantage selon moi. Et celui qui est en dessous a vraiment une capacité selon moi aussi à se relever. Donc il y a ce côté complet, dangereux partout, fort partout dans cette opposition. Tous les combats pour la ceinture d'Axel Sola à l'ARES étaient spectaculaires et je pense que celui-ci sera d'aussi bonne qualité que les 2 derniers. Donc ça va beaucoup se jouer sur la stratégie et la préparation. Il faut que les deux analysent ça de manière beaucoup plus nano que ce que je viens de faire. Moi, c'est une analyse macro que j'ai faite ici. Donc c'est ça qui est de beau, c'est que si je passe pas des heures à analyser les deux, je vais pas pouvoir te dire un chemin vers la victoire pour l'un ou pour l'autre. Et donc je vais pas aller plus loin, je pense. Parce que là, j'ai vraiment envie d'apprécier le combat en tant que fan, en me disant, ok, je vais laisser la surprise, je vais voir avec quelle stratégie l'un et l'autre vient, pour vraiment avoir un kiff maximal dans le 25 septembre. Ok, et juste sans aller beaucoup plus loin, juste est-ce que tu sens que les clés vont se jouer où dans le footwork, dans le travail à la cage ou parce que bien sûr c'est pas anodin si je pose ces questions-là, on sait que c'est les points forts de la boxing squad. Donc du coup, est-ce que tu sens que c'est ça qui va jouer? Alors le footwork, je pense que Gagloev a vraiment un très bon footwork. Donc je pense que ça va plutôt se jouer sur qui sera le plus entreprenant, qui sera le plus proactif dans ses choix, en sachant que Gagloev est quand même un bon contreur debout. Et donc il y a de nouveau cette partie qui est très intéressante. Mais ouais, Axel Sola, je pense que son plus gros chemin vers la victoire, c'est contrôler la direction du combat. Et quand j'entends ça, c'est moi qui décide si on a distance de pied-point, c'est moi qui décide si on va au clinch à la cage, c'est moi qui décide si on va au sol. J'ai besoin de voir la première séquence de grappling dans ce combat, la première séquence de corps à corps. Il n'est pas impossible que Axel Sola soit quand même quelques niveaux au-dessus de Gagloev sur la lutte à la cage et le contrôle au sol, et qu'il aurait un boulevard vers la victoire à ce niveau-là. Donc ça pourrait très vite se transformer en 65-35 Axel Sola. Mais j'ai vraiment besoin de voir ce que ça va donner l'un contre l'autre dans le département du grappling, que ce soit debout ou au sol. Et d'un point de vue physique, tu as regardé la différence de reach, etc. Alors là, le premier combat que j'ai regardé de Gagloev, c'était contre Bobby Palette, qui est en ancien welterweight. Et j'étais là, j'ai l'impression qu'Axel Sola sera beaucoup plus large et sera dominant sur l'aspect physique.
Et après, j'ai regardé les autres combats de Gagloev contre des vrais lightweight, contre Guilherme notamment. Et là, je voyais que Gagloev était quand même imposant. Donc, j'ai pas regardé vraiment la taille ni quoi que ce soit. Je pense tout de même qu'Axel Sola aura un avantage de masse. Et c'est quoi? Donc, tu parlais des switches. Mais d'habitude, est-ce qu'il est en gaucher, il est en droitier, il est en quoi? J'ai l'impression qu'il est plus droitier. Mais il switch beaucoup. Mais voilà, de tête, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il passe 65% de son temps en droitier et qu'il commence plutôt en droitier, mais il va switcher et ses combinaisons, que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée, elles font sens. Donc pour quelqu'un qui n'est qu'à 5-0, qui n'a que 5 combats professionnels, je trouve qu'il y a une bonne maturité de combat. Et vraiment, encore une fois, ils se rencontrent à un bon moment de leur carrière parce que ça va être un excellent test pour l'un comme pour l'autre. Et là, je vais juste demander au public, c'est celui qui perd, continuer à le soutenir parce que je pense que les deux, après ce combat, auront une belle suite dans la carrière, un peu comme on aurait pu dire avant le combat Yunusov contre cela et Imavov contre cela. On sait que c'est des gros talents qui se croisent au plus haut niveau du circuit régional. Et là, jamais 203, donc ça fait 3 fois d'affilée qu'Axel Sola sera dans ce genre de combat. Ah, tu m'as hypé là, tu m'as hypé. Right. Alors, on a un lien d'affiliation pour les TKRS. Non, je déconne. Non, franchement, je me disais, c'est cool. Puis voilà, j'avais pas tellement d'informations, donc je me dis, ok, c'est cool. Moi, j'étais plus, j'étais juste en train de penser, j'aimerais le voir, juste parce que je me dis que si jamais il a vraiment une belle victoire, il y a moyen d'avoir quelque chose. Il serait vraiment incroyable d'avoir cela à l'UFC. J'espère, j'en sais rien. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je me suis dit, il y a un intérêt. On le sait. Vu que le lien qu'a Ares avec l'UFC, on le sait, l'UFC regarde d'assez près tout ce qui se passe là-bas. Donc voilà, ce serait vraiment bien. D'ailleurs, il y a Robert Valentin qui vient de signer à l'UFC, qui était à l'Ares, qui a participé au TUF. Je viens de voir la news. Okay, mais est-ce qu'il il passe plus par c'est directement à l'UFC, c'est pas. Mais il est passé par le TUF. Il est passé par The Ultimate Fighter. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est encore possible de rentrer directement, mais il faut vraiment avoir une vraie belle performance, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que là déjà, en cas de victoire, pour Axel, il y a que 2 options. C'est soit il signe pas, soit il signe à l'UFC. Il n'y a pas l'option Dana White Contender Series parce que là, on est déjà ancré dans la saison et à moins d'un short notice. Mais je vois pas Axel Sola accepter un short notice au Dana White Contender Series. Je le vois accepter un short notice à l'UFC, mais clairement avec une victoire convaincante ici, pour moi, il peut signer. Ce serait logique qu'il signe. Est-ce que ce sera un scandale s'il signe pas après une victoire convaincante ici? Non, scandale non, mais il aura clairement tous les arguments pour pouvoir pousser la porte de l'UFC, la grande porte. C'est dommage que c'est le mois d'août en fait, c'est juste ça. Parce que tu vois, si tu disais si ça passe bien, c'est ça. Enfin, l'idéal c'était le dernier combat d'Axel Sola. En cas de victoire, je pense qu'il y avait une porte d'entrée à l'UFC Paris même. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que je disais ça. Ok. Et j'essaye de faire une transition vers le dernier sujet. Non, là, voilà. Pour parler du CGI, je pense qu'on a un consensus chez les fans de grappling. C'était un carton plein, tout simplement. Ça a gagné la bataille contre la DCC, même si on peut dire que la DCC n'était pas un échec et était très bien dans l'ensemble. Donc, les grands gagnants, au final, ce sont vraiment les fans de grappling. Puisqu'on a eu 2 événements le même week-end sur les mêmes jours qui ont été exceptionnels. Un qui a débordé l'autre, mais voilà, quand tu as un bien et un très bien, c'est clairement les fans qui y gagnent. Dimanche, je crois que c'est pendant notre podcast ensemble, tu as dit que tu avais été tenté de regarder le CGI parce que tu avais vu quelques vidéos, tu avais vu quelques trucs passer sur les réseaux. Tu as eu l'occasion de check un peu en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est fou parce que tout le monde le sait. Voilà, moi, je suis fan voilà, c'est pas un secret de MMA. Waouh, ah sérieux? Et voilà, c'est la grosse news. Donc du coup, je regardais de temps en temps d'autres sports. Donc par exemple, je regardais certains combats du Glory, un peu de boxe. Mais par contre, je regardais jamais de lutte, ni de grappling. Sauf aller regarder des highlights ou des combats de Gordon, juste comme ça. Mais bon, c'est tout. Ok. Mais là maintenant, étonnamment. Il y a eu tellement de bruit par rapport à ça et le parallèle qu'on peut faire par rapport au MMA. Je sais pas si c'est l'algorithme qui a vu que je suivais tout ça et qu'il y avait un engouement dans cette communauté pour le reste et qu'il me l'a proposé, ou peut-être parce que je sais pas, peut-être que je sais pas pas trop, mais j'ai eu
dans mon feed pas mal de vidéos qui sont sorties. Mais par contre, c'est exclusivement CGI. C'était pas du tout ADCC. Donc, je le sais parce que lorsqu'on en avait parlé, c'était avec... Enfin, je pense qu'il doit y avoir un lien parce qu'il y a eu pas mal de gens qui parlaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plus ce qui se passait d'un point de vue économique. Ouais. Et ils étaient en train de proposer, et la communication qu'ils étaient en train de faire, etc. Et je me dis, moi, ça me fait rêver pour d'autres sports parce que, on le sait, j'ai un petit souci sur le fait que le MMA, maintenant, si jamais il veut aller plus loin et vraiment exploser à travers le monde, et c'est ce qu'on essaye de faire avec humblement avec cette chaîne, c'est plus de... Si on veut avoir ça aux Jeux Olympiques, si on veut qu'on en parle d'un point de vue mainstream, il doit y avoir une sorte de système qui permet aux gens de pouvoir bien en vivre et de pouvoir le faire de manière saine, on va dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu redistribues 15%, je sais pas, c'est supposé, on ne sait pas exactement, 15% de gains, et que les promoteurs prennent 85%, pour ceux qui ne le savent pas, on l'a dit, il y a d'autres fédérations, en général, c'est à peu près 50-50. Donc la différence est abyssale. Et quand on voit que dans un autre sport qui est si proche du MMA, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer, et ils mettent un coup dans la boîte et qui bouge tout, franchement, moi, ça me fait plaisir, quoi. Je me dis, OK, il y a moyen qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ouais, parce que clairement, ADCC et UFC, c'est comparable à ce niveau-là de ce que j'ai lu. Certaines personnes, dont Craig Jones, évidemment, ont critiqué l'ADCC de pas assez redistribuer aux athlètes. Et je pense qu'en termes de pourcentage, on n'est pas très loin de l'UFC. Et là, on voit clairement le vilain gentil CGI qui vient prouver qu'il est possible d'organiser un événement en redistribuant davantage aux athlètes et que ça va davantage plaire aux fans. Donc ici, je pense, tu vois, tu parlais d'algorithme et que tu étais un peu targeté par CGI. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. La DCC, c'est tous les 2 ans. Donc eux, leur marketing, ils le construisent sur 2 ans. C'est beaucoup moins au volume, c'est beaucoup moins à l'intensité. C'est vraiment, voilà, il y a les trials, on communique sur qui a gagné le trial, c'est qui est qualifié chez nous. Et ils font pas une promotion intense parce que tout le monde sait quand ça a lieu, bien à l'avance et ils savent quels sont leurs fans. Ils vont essayer d'intensifier un tout petit peu les semaines qui approchent l'événement, mais c'est pas comme Craig Jones qui a annoncé, je sais pas, il y a 4-5 mois peut-être, son projet, et que sur 4-5 mois, il a dû faire toute la promotion d'un nouveau projet. La DCC, ça existe depuis des années, c'est tous les 2 ans, tout le monde le sait, et donc c'est un peu comme les JO, tu vois, on commence à en parler à l'approche de la date. Là, le mec, il débarque, c'est son tout premier événement, il doit faire un gros marketing. Il a fait le tour du monde pour faire des épisodes par semaine, je crois qu'il a fait une 12aine d'épisodes où il allait voir des participants, il essayait de faire une grosse communication autour des signatures qu'il obtenait, principalement les signatures de ceux qui étaient supposés participer à la DCC. Il est allé sur plein de podcasts différents, les gros podcasts, Joko, Chris Williamson, Joe Rogan, etc., etc. Et donc, mais moi, d'ailleurs, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était chez Joe Rogan. Et voilà. J'ai trouvé ça tellement malin parce que il y a des détails d'un point de vue communication qui font tout. Par exemple, le $10 001, c'est génial. C'est génial. C'est le $10 001 a fait tellement parler, alors que voilà, c'est pas le truc le plus fou. Pour expliquer, ADCC, les vainqueurs masculins prennent $10 000. Et lui, il donnait $10 001 à ceux qui sortaient au premier tour de son tournoi. C'est ça. Pour dire, ceux qui perdent au premier combat et qui sortent directement gagnent plus que les vainqueurs ADCC. C'est un gros message qu'il envoie. Et c'est marrant parce qu'effectivement, il met ce petit $1 en plus. Et puis, bon, il y a plein de trucs qui jouent bien. Enfin, le fait que ce soit sa personnalité, il a une vraie personnalité. Ouais. Il a quelque chose. Enfin, tu vois, il a un peu controversé, mais il a une aura. Il a clairement. Oui, c'est ça. C'est que il y a des gens que tu les aimes ou que tu les aimes pas, tu peux pas dire qu'il n'a pas une aura. Donald Trump, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il a une aura, c'est indéniable, tu vois. Donc du coup, le fait que, d'ailleurs la compétition, il y a part de ses initiales dedans, c'est un gros statement. Et ils expliquaient qu'il avait des mécènes. Je crois qu'il n'a pas encore dit. Il y en a qui y avait de la spéculation si c'était Mark Zuckerberg ou pas, parce qu'on le sait, il est fan du sport, qui pouvait mettre de l'argent derrière et qu'il fallait quand même avoir des poches profondes pour pouvoir dire, écoute, c'est un gros pari, comme tu le dis, en aussi peu de temps, pouvoir montrer quelque chose qui doit être à la hauteur des attentes et pouvoir venir faire de la concurrence à la DCC, c'est énorme. Et donc du coup, je trouve ça super intéressant. Et je me dis que ça peut peut-être donner des idées à certaines personnes. Ouais.
Voilà. J'ai envie qu'on finisse là-dessus. Là, je vais juste faire une petite comparaison de ce qui s'est passé ce week-end sur les recherches que j'ai pu faire dans différents articles. Donc, d'abord, j'ai commencé par complémenter la raison pour laquelle, à mon avis, tu as été targeté. C'est les règles du CGI qui s'apparentent fort au MMA. On a 3 rounds de 5 minutes avec 1 minute de pause. Les finales, c'est 5 rounds de 5 minutes. On a 3 juges qui donnent un scoring un peu comme un MMA, 10 points pour le vainqueur, 9 points ou moins pour celui qui perd le round. Et je pense que ce côté un peu, on s'apparente au MMA, on prend Luke Rockhold aussi pour prendre une partie des fans de MMA, mais ça permet d'aller chercher un public déjà existant et de le rapatrier vers le grappling, parce que le public grappling est beaucoup moins nombreux que le public MMA, et donc le fait de se dire par défaut les fans de grappling vont me regarder, mais je vais essayer d'aller puiser un autre public d'un sport qui s'en rapproche, je trouvais ça super intéressant. Et en plus de ça, les règles, tu as toujours cette question de est-ce que ça va permettre de délivrer du spectacle ou non, est-ce que ça va plaire au public. Je pense que là, tout le monde sera d'accord pour dire que les règles qu'il a mis en place nous ont offert de très beaux combats, principalement la demi-finale entre Cade Ruotolo et William Tackett. Tout le monde en parle. Il y a certains grands fans de grappling qui disent que c'est le plus beau combat de grappling qu'ils n'aient jamais vu dans leur vie. Donc, ça a fait évidemment du buzz. Donc, ça, ils ne pouvaient pas le prévoir, mais les règles te permettent de. Je pense que la surface de combat fait beaucoup. C'est un avantage pour l'action et pour la production. L'entrée des combattants sur le pit, tu peux sauter, tu peux glisser, tu peux prendre ça comme toboggan. Je trouve ça stylé, tu vois. C'est vraiment genre, on rentre dans l'action maintenant. Et surtout, il n'y a pas de reset. Le combat continue. À la DCC, tu vois, ça sort de la zone de combat. Hop, il y a un reset, ça revient au milieu et ça coupe un peu l'action et l'engagement du public dans le truc. Je trouve que malgré un budget beaucoup plus petit du CGI en termes de production, j'ai pas vu. Enfin, moi, avec mon œil pas du tout spécialiste là-dedans, je vois pas de grosses différences. Je suis pas capable de plus apprécier la DCC que le CGI ni l'inverse. Par contre, pour le spectateur sur place comme au travers d'un écran, je préfère de loin le format CGI où tu as un combat à la fois. Alors que la DCC, tu as plusieurs combats à la fois, tu dois regarder sur plusieurs écrans et encore, ils mettent pas tout en permanence. Si tu es sur place et que tu as 2 combats qui t'intéressent en même temps, qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà. Je trouve que c'est mieux quand tu as un combat à la fois. Mais voilà, la réalité, c'est que tu as 33 combats au total sur 2 jours au CGI, 138 à la DCC. C'est clair que sur 2 jours, avec 138 combats de suite, tu peux pas en faire un à la fois. Mais justement, je me dis, c'est fou. Comme ça se voit, ça a été bien pensé. Mm-hmm. C'est ça que je voulais dire, c'est les 10 001 $. Ici, on le voit dans la structure que ça a été pensé pour avoir un certain résultat. Et même, par exemple, de dire, bon, bah voilà, on va créer des règles qui sont similaires à un autre sport que beaucoup de gens connaissent, comme ça, ils ne s'y perdent pas. Je trouve ça super malin. Par exemple, moi, ce que j'avais apprécié de l'ARES, c'est que lorsqu'ils avaient défini les règles et de donner un bonus d'agressivité. L'agressivité, c'est ça, c'est exactement ça. Je trouvais ça très malin. Ouais. Pourquoi? Parce que l'UFC, en fait, ils ont un peu cette double casquette, entre guillemets, qui disent on veut être le meilleur de tous les sports combat mélangés, donc mixed martial arts, mais à la fois, on préfère quand même que ce soit du striking. Et donc, au final, il y a un peu ce double discours en disant, bon, oui, mais lui, il fait trop de grappling, même s'il a des bons résultats, ou il fait trop de lutte. Et donc, ça crée quelque chose qui est un peu compliqué parce que tu dis, bon, ils veulent avoir des finishes, mais ils mettent pas en place certaines choses pour que ce soit, que ça aille dans cette direction, alors qu'à l'ARES, ça va vraiment dans cette direction-là. Et il le favorise, bon, peut-être un petit peu avec les 50 000 $, mais on a vu que ça n'avait pas tellement d'effet parce que quand il est passé à 100 000 $, il a dit, Dana White a dit, vous voyez, les gens se cassent pas plus la tête. Alors que quand c'est dans la structure, j'ai l'impression qu'il y a moyen de jouer un petit peu plus là-dessus. Mais par exemple, je termine juste avec cet exemple-là. Je me rappelle plus où c'était. Tu vas peut-être pouvoir me le dire. Où le 3e round avait plus d'impact. Ah bah c'est là, CGI. Alors, ça, c'est CGI, voilà. Le 3e round avait plus d'impact. Je me disais, mais c'est super intéressant parce qu'alors là, ça fait que tu vas pas conserver ta position en disant, bon, ben, ça se joue au point, ça passe. Non, attends, il faut vraiment que je me donne à fond. Et ça fait un peu cet effet au football où tu as les prolongations et c'est plus excitant parce que tu dis, attends, celui-là, c'est vraiment important. Donc maintenant, il faut y aller, il faut tout donner. Je trouve ça vraiment très cool. Ouais, c'est vraiment bien pensé. Et moi, justement, je sais pas si je l'ai déjà dit publiquement ou pas, mais c'est pas grave, je balance l'info. Si quelqu'un veut voler l'idée, faites-le. Ou plutôt quand on lance une promotion MMA avec Fight Minds, la structure financière sera pas
je vais te payer 5 000 € plus 5 000 € en cas de victoire. C'est je vais te payer 5 000 € plus 5 000 € en cas de finish. Parce que tous les combattants viennent pour gagner. Tu es dans un combat de MMA. Donner un bonus financier pour une victoire, ça va pas motiver davantage à la victoire. Si tu veux faire quelque chose qui met un peu plus en avant le spectacle, et on sait que le spectateur va plus apprécier les highlights, donc les finishes, et que tu veux un peu pousser les combattants à chercher davantage le finish, ben, tu dois avoir un vrai bonus financier sur le finish. Et comme l'UFC fait 50 000 pour des bonus, tu as 13 combats, tu as 3 bonus, tu en as un pour le Fight of the Night, ça pousse pas beaucoup puisque la probabilité est faible. Ici, tu as une probabilité à 100%. Je finis mon adversaire, j'ai déjà mon bonus. Ça double ma prime. Et alors, l'autre idée que j'ai pour le CGI ici, ou pour des trucs de grappling, c'est si tu perds à la décision, tu gagnes moins que si tu perds à la soumission. Attends, pardon, je me suis perdu. Tu disais. C'est compliqué. L'idée, elle est un peu farfelue, mais je pense que ça pourrait favoriser encore plus le spectacle. C'est si tu perds par décision, tu gagnes moins d'argent que si tu perds par soumission. Ok. Waouh. Et ça, c'est ce que t'aimerais. Ok, vas-y. Je pense que si tu fais ça, tu garantis encore plus le spectacle dans le sens où tu as des gens qui vont être là, genre, ouais, c'est bon, j'ai perdu le combat. Je vais pas me faire, il faut juste que je me fasse pas soumettre. Et donc, ils sont en mode survie. Et l'autre, il est là, bah, j'ai gagné le combat, je vais essayer, enfin, voilà, je vais essayer de le soumettre. Mais comme le mec, il est en mode survie, il y a aucune ouverture et ça commence à stagner, tu vois. Alors que si tu as un truc, tu gagnes à la décision versus tu gagnes à la soumission, bah, tu gagnes plus avec une soumission. Tu perds à la décision, tu gagnes moins que si tu perds à la soumission. Ça va te dire, OK, bon, je dois jouer le tout pour le tout. Mon adversaire, il va être ouvert parce que lui aussi, il veut une soumission. Les deux veulent aller, il y aura plus d'ouverture, quoi, tout simplement. Mais je vois, mais par contre, j'ai l'impression que il y a des peurs qui sont plus importantes que l'argent, que le manque à gagner. J'ai l'impression que la peur de devoir en train de dormir ou n'importe va quand même favoriser le fait de chercher la décision. Ce sera sur un pourcentage. Il y a certains qui vont effectivement préférer perdre à la décision et pas gagner, enfin, tu vois, et gagner la somme minimale du coup, parce que là où tu gagnerais le moins d'argent, c'est en défaite à la décision. Mais t'en as certains qui seront là en disant, bah, j'ai besoin d'argent, j'ai envie de gagner 5 000 $ en plus. Vas-y, étouffe-moi. Ben, mais ça va être ça, j'ai tout donné. Et puis, limite dans les 10 dernières secondes, je l'aurais pas, tiens, prends mon bras, tu vois. Mais ça restera plus spectaculaire. C'est peut-être une idée farfelue et je l'ai pas encore fait. Je prends l'idée derrière, mais je me demande juste, tu sais pas le savoir. À tester. Donc, c'est ça, c'est à tester, c'est ça. À tester. Mais je suis d'accord, c'est que au moins c'est assumé. Au moins c'est voilà. On est là pour le spectacle. Qu'on donne pour le spectacle et pour la recherche du finish, parce que tu te dis, voilà, si jamais tu dois à chaque fois juste te focaliser sur la partie sportive, on peut avoir des problèmes de rentabilité parce qu'on n'a pas assez de spectacle. Mais si tu as que du spectacle, alors t'es pas considéré comme, enfin, alors fais que des influenceurs qui ont des ouais, en fait, il faut toujours trouver ce juste milieu. Mais en fait, moi, où je fais la différence, c'est surtout, est-ce que tu continues à respecter les athlètes? Et je pense pas que c'est un manque de respect envers les athlètes de dire, bah, tu gagneras plus si tu perds par soumission que si tu perds à la décision. Tu vois, c'est juste, on veut que tu te donnes jusqu'à la dernière seconde et que t'es pas un moment où tu vois qu'il reste 30 secondes dans le combat ou 1 minute 30 dans le combat et tu te dis, bah, je suis trop fatigué pour le soumettre, il m'a dominé depuis le début, j'ai juste pas envie de me faire humilier avec une soumission, donc j'ai juste défendre, tu vois, c'est pour changer certaines situations et pour vraiment favoriser ces 5% de spectacle en plus. Je propose qu'on continue puisque là, la dernière question que j'aurais, elle est justement en phase avec ce que toi t'aimes bien, c'est vraiment le business du sport. Donc, en termes de niveau, je pense que voilà, tout le monde se fera son avis. Moins 80 kilos, pour moi, c'était bien mieux au CGI qu'à la DCC. Plus 80 kilos, c'était plus du côté de la DCC. La réalité, c'est qu'on a eu des grands moments de part et d'autre. J'ai l'impression qu'on a un tout petit peu plus de highlights du côté du CGI que de la DCC, malgré la différence d'heure sur tatami à l'avantage de la DCC. Et ça, c'est peut-être encore une fois à cause de la communication du CGI, tu vois. Pardon, je t'interromps, mais est-ce que si tu calcules la pondération et le nombre de combats que l'un a eu, est-ce que il y a pas une grosse différence là, tu vois? Parce que si toi t'as que 6 combats, je dis une bêtise, hein, t'as que 6 combats à pouvoir montrer et que l'autre en a 50, bah il a plus de chances d'avoir des highlights et d'avoir quelque chose. Ouais, mais c'est ça. Et je trouve que CGI, qui a eu moins de combats que la DCC, nous a proposé plus de grands moments. Ah, c'est ça. Donc, ouais, et proportionnellement à coup sûr. En fait, proportionnellement à coup sûr, le CGI a proposé plus de moments. Alors, ça, c'est au goût de chacun. La DCC, ça fait plus sérieux. Le CGI a une ambiance un peu plus relax et fun. Donc, certaines vont préférer la DCC, d'autres le CGI. Et puis, finalement, le plus gros indicateur, les chiffres.
Flow Grappling, qui détient ADCC, a quand même décidé de mettre quelques passages en live gratuitement sur YouTube pour concurrencer le CGI. Peut-être une erreur de leur part, parce que le CGI a explosé les chiffres. On parle de x10. Il y avait x10. On était plus aux alentours de 10 000 viewers en live sur Flow Grappling YouTube versus minimum 100 000 en permanence sur le live du CGI. Sur les 2 jours, il y avait toujours plus de 100 000 personnes connectées sur le live. Aujourd'hui, quand tu retournes voir les lives, tu es à 1,8 million sur le jour 1, 1,3 million sur le jour 2 en vue cumulée du côté du CGI. En sachant que Flow Sport, qui a plus de sport que juste le grappling, ils ont 1 million d'abonnés, grosso modo. Wow. Donc au maximum, Flow Grappling, si tous leurs abonnés ont regardé, ils ont 1 million, ce qui représente que finalement une sous-partie, la moitié, on va dire, du CGI. Et on doit partir du principe que y a pas mal de gens qui sont inscrits sur Flow Sport qui sont pas du tout là pour le grappling et qui n'ont pas regardé la DCC. Donc en termes de chiffres, voilà, c'est écrasant. L'avantage CGI est écrasante. Attends, je te dis déjà ce qui me vient directement là à l'esprit. La première chose que je pense, c'est que quand tu crées ce genre d'événement, t'as souvent 2 possibilités. T'en as plus, mais disons qu'il y en a 2 qui s'offrent à toi. La première, c'est une stratégie un peu grinder, c'est-à-dire c'est un truc petit à petit. Parfois même, on le voit par exemple pour des festivals. Je vais donner des exemples très concrets. Si tu veux commencer un événement, un festival, souvent les premiers que tu vas commencer, surtout si tu faisais pas partie de l'industrie au départ, c'est à perte. Tu gagnes rien. Donc tu commences et tu te fais un nom et puis en fait tu arrives à créer une identité que les gens reconnaissent et alors ça grandit, etc. Là, tu as un coup d'accélérateur. Tu as une personne, Craig Jones, où ils utilisent son nom pour pouvoir accélérer tout ça et dire, OK, voilà, on va utiliser la notoriété de quelqu'un pour pouvoir dire, et l'argent, etc., pour pouvoir le faire. Mais alors, la manière dont ça se passe, là, tu as un autre souci, c'est que c'est possible que ce qui monte très vite peut descendre très vite. Donc, si jamais il crée un événement et cet événement-là, il va avoir de l'attention parce que tu vas quand même attirer des curieux. Et en fait, en marketing, tu as cette notion de raising awareness, donc générer de l'attention. Donc ça, ils ont clairement réussi à le faire. Mais est-ce qu'ils vont réussir à pérenniser tout ça et à transformer ça dans quelque chose de pérenne? Parce qu'au départ, si jamais tu dis il y a quelque chose de nouveau, tout le monde, inclus moi, dit tiens, j'ai envie de voir ce que c'est. Mais est-ce que ils vont avoir un système qui permet tant d'un point de vue financier et d'un point de vue professionnel, la perception qu'en ont les autres, de se dire, OK, c'est vraiment quelque chose de legit, je reste et ça m'intéresse encore plus que ce qu'ils ont fait chez les autres. Et donc là, ça m'étonne pas qu'ils aient plus de vues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si à la 2e édition, est-ce que là, maintenant que c'est bon, on a vu, on sait, est-ce que les gens vont revenir et est-ce qu'on aura toujours du x10? x10, c'est incroyable. C'est vraiment, je dois pas le dire, tout le monde le sait. C'est monstrueux. Surtout comparé à quelque chose qui est tous les 2 ans et qui a un nom qui est déjà très établi depuis énormément de temps. C'est le truc le plus connu du grappling, quoi. Tu vois. Moi, ça me montre potentiellement que les gens attendaient ça et c'est un coup vraiment envers la DCC. C'est OK, la DCC, on va regarder en différé parce que avec votre paywall de Flow Grappling et parce que ça ennuie vraiment pas mal de fans et le fait que vous redistribuez pas beaucoup d'argent. OK, vous investissez dans la production et ce genre de trucs, mais bon, à un moment, il faut payer les athlètes. Je pense que c'est un petit coup d'état des fans aussi qui ont préféré montrer qu'ils étaient plus intéressés sur ce week-end-là au niveau du CGI. Et là, c'est peut-être la discussion aussi intéressante. C'est la DCC, c'est tous les 2 ans, donc il y a un genre d'attente qui se crée. Tu vois, quand tu gagnes, si t'as pas gagné, tu dois attendre 2 ans avant. Et quand tu regardes en tant que fan, tu prends ton pied à regarder la DCC et puis t'es là, tu fais, le prochain c'est dans 2 ans, donc tu build up un peu une attente. Ici, Craig Jones a annoncé qu'il allait faire une édition en 2025, donc on partirait potentiellement sur un événement par an, ce qui signifie qu'une fois sur 2, il sera pas du tout en concurrence avec la DCC. Je sais plus combien de temps il avait, c'était 5 ou 10 ans. Il avait annoncé et qu'il avait assez pour pouvoir tenir autant de temps. Ah waouh, ça je sais pas. Mais par contre, moi, et Joe Rogan, je sais que pendant l'interview, il explique que c'était pas juste un one shot, qu'il voulait montrer que c'était possible de le faire pendant plusieurs années. Ouais, c'est ça, c'est un coup qui veut montrer, c'est possible de faire quelque chose de solide qui va attirer plus de monde que vous en tant que fan et qui me permet de mieux rémunérer tous les athlètes qui participent. Moi, il y a ce truc, c'est un des défauts qu'on pourrait donner à CGI,
c'est qu'il y a que deux catégories de poids, moins de 80, plus de 80, et donc tu as pas mal d'athlètes qui sont un peu genre, je vais jamais dominer à cause de mon poids. Et donc, je me demande s'ils devraient pas faire 4 catégories de poids, mais tourner par événement. Parce que si tu fais les 4 catégories de poids sur le même événement, ça va faire trop de combats à la suite et ça risque de perdre en public. Par contre, si tu fais un événement tous les 6 mois, ça en fait 2 l'année, mais que c'est 2 catégories de poids différentes à chaque événement, tu as un roulement à l'année, tu vois. Mais le problème, c'est que tu t'enlèves un momentum. Il y a une raison pour laquelle les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et pareil pour la Coupe d'Europe. 6 mois, c'est quand même espacé, surtout si tu pars du principe que les catégories de poids qui t'intéressent le plus, c'est tous les ans, du coup. Tu vois, si tu fais par exemple moins 65, moins 80, moins 100, plus 100, je trouve que tu sais vraiment, il y a peu de grappleurs qui seront en mode, je suis pas avantagé par rapport au poids, surtout si c'est tous les ans dans ta catégorie de poids. Tu peux te dire, j'ai le temps de build up jusqu'à la limite, tu vois. Mais je crois que même, il y a des, bon, c'est chiant, c'est toujours ma casquette. C'est toujours, je pense toujours d'un point de vue business, je me dis, ça augmente énormément tes coûts parce que tu dois faire plus de promotions, tu dois payer plus de personnes et tu perds sur un peu l'exclusivité que tu essayes de build up en disant, voilà, c'est plutôt qu'une fois tous les 2 ans, ça va être une fois par an, de pouvoir construire quelque chose qui est vraiment très, très fort en même temps que ton adversaire. Tandis que si tu le fais à d'autres moments, les gens vont peut-être se dire, ah ouais, ok, bon, il y a ça en août, mais je suis content parce qu'en décembre, il y a celui-là, donc je vais aller à celui de décembre, je vais pas celui aller en août. Tu vois, tu casses un petit peu cet engouement. Donc, mais il y a un juste milieu à trouver, je trouve. Tous les 6 mois, c'est pas déconnant. Ouais, je pense que bon, tous les 6 mois, c'est pas choquant non plus. Mais je pense que ils ont dû étudier ça parce que là, c'est vraiment juste à chaud. Ils ont vraiment dû étudier et se dire, ok, voilà, on est capable de le faire une fois par an avec la personne qui est derrière et qui a l'air insolite pour pouvoir tenir X nombre d'années et X nombre d'événements. Donc, faisons-le de cette manière-là. Moi, je me pose juste les questions par rapport à l'avenir. Admettons que ça devienne vraiment incroyable et que là, la DCC, ils ont plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, en fait, moi, le sujet que je voulais aborder d'un point de vue business, c'est on peut se poser les questions du côté de CGI, mais du côté de CGI, comme c'est nouveau, ils avaient peut-être un plan, mais ton plan, il va changer après ton premier événement. Peut-être qu'il y a des nouveaux sponsors qui veulent se mettre dessus. Peut-être que les rémunérations YouTube sont au-delà de tes espérances. Il y a plein de trucs qui peuvent faire qu'ils vont se dire, voilà, on prévoyait un événement par an et on peut tenir 5 ans. Mais en fait, avec les retombées, on se rend compte et les demandes de sponsors rentrantes, on se rend compte qu'on pourrait en faire plus ou continuer sur une fois par an, mais qu'on a les reins solides maintenant pour 10 ans. Donc là, je pense que il faut pas trop s'attarder sur ce qui a été dit avant. Je crois que eux vont évidemment faire une analyse post-événement pour voir quel est le meilleur plan d'action maintenant. Mais effectivement, à la place de l'ADCC, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as été genre dominant pendant des années, tu as été genre le Saint Graal pour tous les grappleurs. Et aujourd'hui, c'est plus spécialement le cas parce qu'il y a beaucoup de favoris qui étaient qualifiés pour l'ADCC, qui ont fait le CGI. Il y a des millionnaires, il y a des mecs qui ont gagné pas mal d'argent là sur ce tournoi-là et qui voudront potentiellement mettre une priorité dessus pour y retourner. Donc, si tu es la DCC, comment est-ce que tu réponds à ça pour garantir que tu restes crédible dans le milieu, quoi? D'un point de vue business, pas d'un point de vue sport, en fait, d'un point de vue business. C'est très compliqué parce que c'est ce que je ferais moi et comme ça de prime abord sans avoir réfléchi. Et bon, je crois que c'est une décision qui est très très compliquée à prendre. Mais je pense que l'essence même de ce message, de ce qui est en train de se passer, c'est un message, c'est on en a marre du status quo. On en a marre que ça se passe comme ça et il y a des choses qui doivent changer. Donc, on en a tellement marre que dès qu'il y a un concurrent qui arrive, on est prêt à le regarder 10 fois plus que toi maintenant. Donc, je crois que plutôt que d'essayer de faire, il y a plusieurs solutions, faire l'autruche et de dire, OK, ça va s'essouffler, on va voir si ça part. Ou alors de dire, OK, on va faire quelques petits changements pour pas montrer que ça a eu trop d'impact parce que sinon, ça valoriserait ce que le CGI essaye de montrer et de dire, bon, voilà, on l'accepte, mais à demi-mot. Moi, ce que je ferais, c'est je prendrais une position beaucoup plus humble et de dire, voilà, écoutez, on réalise qu'on n'a pas fait les choses bien et voici les changements qu'on va faire. Je crois que tu dois faire des changements en interne, donc de dire vraiment montrer, voilà, on va mettre une nouvelle équipe en place, on va mettre de nouvelles choses en place et on aimerait que vous participiez. Donc, dites-nous, tu vas peut-être faire, je sais pas si c'est à travers la fédération, n'importe, mais essayez de voir quelles sont les règles que vous voudriez mettre en place, qu'est-ce que vous trouvez qui serait juste, voici ce qu'on pourrait proposer, etc. Et en fait, peut-être même d'essayer de changer un petit peu, soit le branding, le nom, ou quelque chose comme ça, parce que pour moi, là,
ils vont être dans une situation qui va être très compliquée. Si l'année prochaine ça se confirme, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes l'ancienne école, vous êtes mauvais, c'est parce que vous êtes comme ça qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Donc moi, j'essaierai de faire un gros changement, mais de marquer le coup, quoi. Vraiment marquer le coup en disant on vous a écouté, pas en disant on va faire quelque chose d'autre parce qu'on a décidé de le faire. C'est de dire voilà, écoutez, on vous a écouté, on comprend, on a été chercher, et je ferai un marketing dessus énorme en disant voilà, on revient plus fort et on vient avec quelque chose de sérieux, quoi. Ouais, la logique pour moi, c'est exactement ça. La pire chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer de descendre le CGI sans se remettre en question. Là, clairement, le fait que Craig Jones ait réussi à faire ça en si peu de temps, qui plus est, pour son tout premier événement, sont des indicateurs. Et le fait que le public ait réellement suivi le CGI à ce point comparativement à la DCC, c'est un autre indicateur. Et ces indicateurs, c'est une nécessité d'introspection et de changer leurs produits pour pas se faire bouffer. Et c'est bien en fait, parce que tu as l'impression quand tu as un genre de monopole comme ça que tu t'assois sur tes lauriers. C'est de toute façon on est les seuls, on est les premiers de loin, donc on va pas faire d'efforts. Et maintenant que tu as quelque chose qui vient bousculer un peu ton business, mais c'est à toi de remettre en question ton produit, parce que CGI il va pas bouger. Tu viens de le dire, ils avaient les reins solides pour 5 ans, peut-être plus maintenant après le succès de leur premier événement. Donc la DCC doit clairement remettre en question toute leur structure, je pense, à tous les niveaux, que ce soit au marketing, d'un point de vue sportif, les règles potentiellement, la fréquence. Peut-être faire, tu vois, la DCC est vraiment comme ils peuvent garder leur format actuel et peut-être rajouter des événements avec des super fights pour alimenter une hype entre les 2 années, parce que si le CGI fait 2 fois plus d'événements ou 4 fois plus d'événements qu'eux, ils vont chaque fois perdre du terrain pendant que eux font rien et que les autres font quelque chose, parce que ADCC Trials, ça va être compliqué à vraiment vendre en tant que produit regardable. Donc ouais, je pense que là, clairement, je suis content de ta réponse, parce que pour moi, quand tu as ça dans un business, quand tu as un concurrent qui vient et qui te dépasse alors qu'il vient de nulle part, tu dois te remettre toi en question. Tu peux pas râler, insulter l'autre en disant non, il fait quelque chose de mieux que toi. En quoi tu peux innover pour concurrencer ton nouveau concurrent qui t'a potentiellement dépassé? En fait, il y a eu un exemple dans l'histoire qui est connu d'un truc comme ça qui s'est passé. Je me rappelle pas de tous les tenants et aboutissants, mais en fait, c'est Coca-Cola et Pepsi. Quand Coca-Cola était en train de performer, c'était incroyable, c'était Coca-Cola, tout le monde adorait Coca. Coca-Cola, au fur et à mesure, fait certains changements que les gens n'aiment pas. Je crois qu'ils avaient changé un truc au produit phare, enfin le Coca, parce que maintenant il y a toutes les variations avec les Diet Coke, etc. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a Pepsi qui arrive, et Pepsi prend énormément de parts de marché. Il commence à vraiment à prendre beaucoup plus sur Coca. Et en fait, les gens, je crois que les gens, si c'est un blind test, donc si on cachait les yeux, etc., et qu'ils demandaient aux autres de goûter, les gens préféraient Pepsi. Mais à la base, ils achetaient Coca. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Pepsi, à un moment, détrône complètement Coca. Et Coca n'écoutait pas ses consommateurs qui disaient, nous, ce qu'on aime, je crois que c'était la recette originale. Et donc, en un moment donné, ils ont dit, OK, on reprend depuis la base, on reprend depuis zéro, on vous écoute maintenant, et voilà ce qu'on va faire. Et donc, ils ont remis le Coca original, et là, tout a réexplosé pour Coca-Cola. Donc, en fait, je dois vérifier, parce que bon, là, maintenant, c'est peut-être, mais je crois que c'est ça. Podcast Business Wars. Il y a toute l'histoire dessus. 6 épisodes sur Coca-Cola contre Pepsi. Ah ben voilà. Je t'enverrai le lien après, si tu veux. Ah ben voilà, il y avait... Mais j'ai pas les tenants et aboutissants non plus. J'ai écouté ça il y a 4-5 ans, mais je sais que ce podcast est vraiment très très bien sur l'aspect business de cette concurrence entre Pepsi et Coca. C'est ça, mais moi c'était plus... ça vient du livre de Coke Story. Et il t'explique un petit peu comment ça s'était passé. Et je trouvais ça super intéressant de se dire que sans aucune réelle innovation, mais montrer qu'on écoute le public parce que quand il n'est pas content, et de se mettre dans une situation un peu plus, être un peu plus humble et de dire, OK, voilà, on a fait une erreur, mais on vous écoute. Ça change énormément de choses. Ça change vraiment beaucoup de choses. Je sais pas comment ça pourrait s'appliquer précisément pour cet aspect parce que je le connais pas assez bien. Mais en tout cas, le pire qu'il pourrait faire, c'est de critiquer CGI parce qu'alors, ça va être vraiment genre cette communauté, enfin notre communauté pas notre note, hein, je parle comme si on était la DCC. Ouais. En fait, maintenant, si vous allez chez les autres, vous êtes pas bien. Non, c'est voilà, c'est la pire chose à faire. Faites-le, quoi. Donc voilà. Si la réussite de ton business dépend de ta clientèle, tu dois être à l'écoute de ta clientèle. Tu dois la comprendre et tu dois l'écouter. Tu dois faire en sorte de leur plaire parce que si tu leur plais pas, tu la perds tout simplement. Et donc effectivement,
il y a plusieurs façons de faire. Ils peuvent juste aller écouter, regarder ce qui se dit sur les réseaux avec une vraie ouverture d'esprit et pas avec un ego surdimensionné pour prendre les leçons. Ou bien tu essaies de trouver quelques personnes un peu crédibles dans le milieu et tu leur demandes de travailler avec toi pour améliorer ton produit, pour re-rentrer dans une concurrence. Mais j'aime bien l'histoire de Coca-Cola comme tu l'expliques, parce que voilà, si la demande principale c'était on aime bien la recette originale, il suffisait d'écouter et ça a relancé leur marque, et aujourd'hui ils sont de nouveau imbattables. Donc parfait. John, voilà. Je crois que on a fait le tour. on a fait le tour. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.